Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous chers frères et sœurs. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais une vidéo qui s'intitule Comprendre la réciprocité des tarifs entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Voilà, et les États-Unis et le reste du monde, si je puis dire. Donc, comprendre la décision de Donald Trump. Je pense que dans les deux vidéos que j'ai fait précédemment, je vous ai expliqué et vous avez bien compris. Je vous ai expliqué pourquoi le gouvernement, je vous ai expliqué pourquoi le gouvernement, disons américain, a mis en place un plan pour réduire le déficit de la balance commerciale, avec tout ce que cela implique. Quand il y a le déficit de la balance commerciale, de quoi est-ce qu'ils se plaignent? Ils se plaignent des dévaluations compétitives dans les pays. Ils se plaignent de la balance commerciale. De dévaluation compétitive. Ils se plaignent du subventionnement de l'économie. Ils se plaignent du non-respect de la propriété intellectuelle. Voilà, ce n'est pas seulement une affaire de tarifs. C'est pour ça que vous voyez, les pays africains n'ont pas été très touchés dans cette affaire. Et ils ont mis seulement 10% de tarifs, contrairement à d'autres personnes. Et je pense que si les pays africains négocient, ils risquent de s'en sortir avec 0% de tarifs. Si par exemple, des pays comme le Cameroun viennent dire 10% de baisse de tarifs, de 10% ou 15% par exemple, il est clair que l'administration Trump peut retirer les tarifs, la ramener ça à zéro. Donc, comme il a dit, ce n'est pas vraiment une décision punitive, mais c'est une décision pour forcer les autres à venir négocier avec les États-Unis. Et à l'issue des négociations, on verra ce qui va se passer. D'abord, comme j'ai dit, pendant sa campagne, Donald Trump avait dit, bon, oui, voilà, il faut prendre des mesures. Mais les démocrates étaient d'accord, comme j'ai dit, avec lui, avec les républicains. D'ailleurs, les démocrates ont passé une loi bipartisane sur l'American Science and Chip Act, sous l'administration Biden. Donc, des sénateurs, des congressmen républicains ont soutenu la décision et ont voté ça avec les démocrates. Peut-être pas tous, mais une bonne partie. Et cette loi-là, donc, permet de protéger désormais la recherche, les brevets et l'industrialisation issue des brevets pour produire les semi-conducteurs et ce qui vient derrière les semi-conducteurs. Donc, l'électroménager, l'électronique, le matériel informatique, l'armement, etc., etc., etc. Donc, là-dessus, on voit bien qu'ils sont d'accord. Bon. Maintenant, l'administration Trump, je parle avec un peu d'expérience, il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, qui sont souvent des industriels situés dans des États rouges, où vraiment le subventionnement et les dévaluations compétitives de la Chine ont cassé totalement les industries dans ces endroits. Le Michigan, par exemple, c'est avec ce discours-là que Donald Trump a gagné le Michigan, qui est un bastion de l'automobile. Il y avait un grand salon de l'automobile au Michigan, qui est progressivement s'est transporté en Chine. Donc le Michigan, par exemple, a beaucoup perdu. L'Ohio a beaucoup perdu. C'est le bastion des grandes entreprises comme les Caterpillar qui ont beaucoup perdu. Le Nebraska, bon, ça n'affecte pas beaucoup certains grands États démocrates comme la Californie parce que la Californie a un tissu économique qui se base sur l'agriculture, sur la recherche, sur la finance, sur le real estate, etc., etc. Idem pour New York, idem pour New York, idem aussi pour l'Illinois, Chicago. Mais les États rouges sont beaucoup affectés. Or, ces États rouges, c'est très souvent la base électorale de Donald Trump et du parti des républicains. Et je peux vous dire que vraiment, quand vous allez là-bas, vous voyez les conséquences du désastre économique. Vous avez des Américains qui travaillent pour 10 $, vous avez des gens qui sont vraiment marqués par la pauvreté. Vous voyez ça bien. Et ça ne leur fait pas plaisir à leurs élus quand leurs élus font un déplacement en Chine et ils voient des villes modernes, comment l'économie boom. Et donc, ils ont mis le pied dans le plat en disant, voilà, il faut sortir des dévaluations compétitives des monnaies. Mais le problème, c'est que la manière dont l'administration Trump le fait, par exemple, en disant, bon, voilà, je vais mettre les tarifs sur tout. Les tarifs, ça affecte des marchandises qui sont des marchandises, je veux dire, les chaussures, les vêtements, les ustensiles de cuisine, des choses comme ça, là. Ce sont des choses qui très souvent sont fabriquées en Inde, les rasoirs pour nous raser la barbe tous les matins. Ça, ce sont des choses qui sont fabriquées que le travailleur ici là ne peut pas produire parce que c'est fabriqué en Asie, c'est moins cher. Donc les démocrates, quand ils ont ciblé des biens qui sont d'une valeur ajoutée très élevée
et dont on peut localiser la chaîne de valeur ici. Là. Donc je vous ai dit l'American Chip Act, les aciéries, etc. etc., etc. Bon. Le président Donald Trump donc, a choisi, je pense, c'est mon point de vue, plutôt de créer un électrochoc. Je ne pense pas qu'on va en rester là. Mais de créer un électrochoc parce que si vous avez bien suivi sa conférence, moi je l'ai suivi, je travaillais, j'ai mis les écouteurs, je l'ai suivi. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai suivi. Le lendemain, je l'ai suivi encore. Il a pris plusieurs exemples. Je prends un exemple. Quand il a dit, oui, Shinzo Abe, il a dit, I said, Shinzo, look, the price, les droits de douane entre nous et vous, c'est vraiment élevé. Nous, on pourrait produire le riz chez nous et vendre chez vous. Mais regarde les droits de douane chez vous, etc., etc. Nos femmes sont capables, nos fermiers sont capables de produire ça et vous vendre. Mais il y a un déséquilibre là, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, Shinzo, qui est l'ancien premier ministre chinois, Shinzo Abe, qui est, je rappelle, notre camarade de classe ici, avec Taro Aso. On a deux premiers ministres chinois, un japonais, qui sont des alumni. Hein, ils sont déjà venus ici là donner des conférences. Une fois j'étais là, dans la salle, une autre fois j'étais pas là. Mais la sécurité était tellement stricte qu'on ne pouvait même pas avoir un téléphone pour filmer, pour prendre une vidéo. Donc, là c'était Taro Aso. Je crois que c'était Shinzo Abe, moi j'étais. Taro Aso, je n'étais pas. Bon. Ce qui fait que, comme l'a dit le président, il dit, écoutez, on n'a pas pu avoir un accord. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose parce qu'ils ont aussi une base qui souffre. Dans le Nebraska, dans le New Hampshire, dans tous ces états du centre là. C'est vraiment difficile. Dans l'Oklahoma, c'est vraiment difficile. Quand vous allez là-bas, il n'y a pas d'industrie du tout. Dans le Missouri, quand vous allez, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les gens vivent des petits boulots, travaillent dans une pizzeria, etc., etc. L'économie se concentre donc sur la côte est, sur la côte ouest. Et au milieu, là, il n'y a rien du tout. Alors qu'il y a les populations qui vivent. Ce qui fait que ça crée, le milieu est vide et les gens vont dans les États, dans certains États. Donc, première chose, le gouvernement américain, dans l'administration Biden-Obama, a mis beaucoup de moyens dans ces États-là pour développer l'éducation, ouverture des community colleges en grande quantité pour former les gens. Et deuxième chose, je pense que le président américain Donald Trump a estimé que si on reste seulement là à parler, à dire voilà qu'est-ce qu'on fait, rien ne va bouger. Donc il s'est dit peut-être, je ne suis pas dans sa tête. Mais quand on entend ce qu'il a dit quand il présentait ses tarifs, il s'est dit voilà, il faut créer un électrochoc en mettant vraiment les tarifs. Et parce qu'il n'a pas mis les tarifs le premier jour où il est entré en fonction, comme il a dit. Il a dit je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et je pense que le fait que ça n'a pas bougé, il s'est dit en mettant les tarifs, ça va permettre que les lignes bougent. Donc j'ai Bloomberg devant moi depuis le matin. Donc je suis l'actualité depuis le matin. Donc on a vu à l'ouverture de lundi, l'activité a déjà commencé en Asie. Les entreprises ont ouvert. Les entreprises, la Malaisie a décidé de retirer la totalité des droits de douane qu'il y avait sur l'Amérique. Le Vietnam aussi, qui mettait 90% des droits de douane, a décidé de retirer tous les droits de douane qu'il y avait sur l'Amérique. Et la Malaisie a proposé la création d'une task force entre tous les pays d'Asie, y compris la Chine, pour négocier avec les États-Unis. Et on dit que Donald Trump, le président chinois, devrait se parler incessamment. Donc, il doit avoir certainement une négociation. C'est ce que les Américains espéraient. C'est que si vous entrez dans notre marché sans payer de droits de douane ou en payant 5% de droits de douane, nous devons pouvoir entrer sur votre marché en payant 5% de droits de douane. Contrairement à ce que je lis des esprits malins qui sont sur la toile, hein, les gens comme les Munkambu, désormais, ou c'est désormais Munfumbu, ou c'est Munfimbu, ou c'est Minfembu, mais son vrai nom c'est Munkambu Youssouf. Tout ce qu'il raconte là, ça relève de l'ignorance. Parce que l'Amérique, je dis bien, je pèse mes mots, est plus industrialisée que la Chine. Mais le problème de l'industrie, c'est à un autre niveau. C'est dans les biens à valeur ajoutée très élevée. Bon. Et quand on regarde donc, les États-Unis estiment, avec les études que moi j'ai lues, qui sont faites par le National Bureau Economics, que quand vous lisez, vous voyez, je ne vais pas commenter ça ici là, vous voyez bien qu'ils ont plusieurs choses qu'ils peuvent exporter dans les pays d'Asie, seulement en Asie, et avoir des excédents d'1 trillion de dollars. De la même manière, ils en ont aussi qui peuvent exporter en Europe et avoir des excédents de 2 trillions de dollars. Donc,
Là où les démocrates privilégiaient une politique commerce, une politique industrielle, une stratégie de politique industrielle, l'administration Trump dit on y va de force, ça passe ou ça casse et on secoue l'arbre au point de vouloir de casser certaines branches. Et à ce moment, les gens vont sortir pour venir négocier avec nous et on va négocier. La conséquence de ça, c'est la baisse des marchés parce que les marchés baissent parce qu'évidemment, il n'y a pas, les gens sont dans l'expectative. Et comme je le dis souvent, les marchés privilégient une rentabilité à court terme. Il y a une grosse pression sur les asset managers pour investir. Ça veut dire que, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, il ne faut pas croire, l'argent est retiré de equity, c'est-à-dire des actions, mais il est réinvesti certainement dans d'autres actifs. Voilà, je ne vais pas dire lesquels, mais l'argent est investi dans d'autres actifs. L'argent est investi dans d'autres actifs. La conséquence, c'est que la chute baisse, la bourse baisse, première chose. Deuxième chose, ce n'est pas toute la bourse qui baisse. Par exemple, quand vous regardez les actions de Walmart, vous regardez les actions de Coca-Cola, vous regardez les actions de Pepsi, vous regardez les actions de Costco, Sam's Club, vous allez voir que ça n'a pas baissé. Vous regardez les actions de Domino Pizza. Domino Pizza, c'est quelqu'un qui prend la viande de porc aux États-Unis pour fabriquer des jambons, des trucs, tout ça là. Il prend des végétaux aux États-Unis, il prend la farine aux États-Unis, il fabrique des pizzas avec le poulet qui est produit aux États-Unis pour vendre chez le consommateur. Leurs actions sont en train de monter énormément. Leurs actions sont en train de monter énormément. D'ailleurs, quand Warren Buffett avait acheté Domino Pizza, j'avais aussi acheté Domino Pizza. Mais je ne vais pas dire les raisons aussi dans un direct comme ça. Donc les actions montent. Mais ce qui baisse là, ce sont les index. Les index, ça veut dire quand on dit le S&P 500, sur 10 000 entreprises cotées à la bourse, on en a choisi 500 dont on estime que vraiment elles représentent X, Y, Z. Et ces 500 entreprises, c'est elles qui vont dans un index. Le Dow Jones, ça représente 100 entreprises donc qui vont dans un index. Donc, quand on regarde bien, vous avez des entreprises dont la capitalisation boursière n'a pas chuté. Des entreprises qui sont par exemple dans l'énergie. Aux États-Unis qui produisent du pétrole. Parce que quand le coût du pétrole baisse, elles vont pouvoir acheter le pétrole bon marché pour le raffiner. Elles vont augmenter leur quantité d'achat de pétrole, etc., etc., etc. Mais globalement, la bourse baisse parce que les asset managers, dont les gestionnaires de fonds, dans les grands fonds de pension, les grandes compagnies d'assurance, etc., sont soumis à une pression qui leur permet à vendre parce qu'ils n'ont pas de visibilité pour réinvestir dans certains autres actifs en attendant les jours meilleurs. Par exemple, si vous investissez dans les T-bills, ce qu'on appelle les T-bills, les treasury bills, vous voyez bien que ça... Bon, bref, je ne vais pas dans tous les détails. Ils réinvestissent dans d'autres secteurs. Donc, le fait que la bourse baisse, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a moins de liquidité. Ça veut dire que les entreprises vont perdre la liquidité. L'argent qui était initialement dévolu à l'investissement va être dévolu à ce qu'on appelle stock repurchase. Ça veut dire que racheter ces actions pour voir le cours monter, ça va faire diminuer le niveau des réserves des entreprises. Et ça, ce n'est pas bon pour les investisseurs. Ça donne un mauvais signal. La bourse baisse aussi. Il faut savoir que la retraite, la mienne, les 401Q, donc les avantages, etc., la mienne aussi, sont indexés sur la performance boursière des indices comme le S&P 500, le Dow, le Nasdaq, etc. Donc, quand ces bourses-là s'effondrent, ça entraîne des problèmes. Donc, c'est pour ça que vous avez vu ce soir, le président Donald Trump a fait une sortie pour essayer de rassurer aussi les gens. Et il était en Floride, il rentre à Washington parce que à l'ouverture des marchés en Asie, on annonce pratiquement comme un crash boursier. Donc, le gouverneur de la Réserve fédérale est sorti. Et ce que je peux dire aux gens, c'est de ne pas paniquer et de ne rien vendre parce que je ne vais pas aller dans tous les détails là. La Réserve fédérale ici a près de 100 outils pour remonter le cours des actions sur les marchés financiers. Donc voilà. Enfin, la question se pose, alors quelle est la part des pays d'Afrique? La part des pays d'Afrique, là-dedans, il faut comprendre qu'à partir du moment où les États-Unis envisagent de se réindustrialiser, ça va profiter à beaucoup de pays d'Afrique. Les pays africains qui sont sur le corridor de l'Obito, dont la Tanzanie, la RDC, la Zambie, l'Angola, vont profiter. Je n'aurai pas le temps d'aller dans tous les détails. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous allez sur ma page, là, vous allez voir la vidéo. Donc, vont profiter de ça. Le Rwanda, qui a le coltan, qui vient de découvrir le pétrole, vont profiter de ça. Vous avez les pays du Sahel qui vont beaucoup profiter. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Voilà. Le Niger avec son uranium, parce que pour la réindustrialisation en Amérique, qui va être importante dans les 10, les 20 années qui viennent,
il y aura énormément de capitaux qui vont être injectés dans l'industrie. Donc, il y aura besoin de technologie. Donc, vous avez vu que Microsoft, Amazon, Apple sont en train de construire des centrales, et même Meta, Facebook, sont en train de construire des centrales nucléaires aux États-Unis. Donc, ces centrales nucléaires sont en train de construire aux États-Unis. L'argent viendra ces centrales nucléaires sont en train de construire aux États-Unis. L'argent viendra de la bourse. Mais également, une bonne partie de cet argent va s'orienter vers le Niger pour l'achat, l'extraction, le raffinage, l'enfûtage et l'exportation de l'uranium, par exemple, vers les États-Unis. Donc, le Niger va exporter parce que l'achat et la vente se fera au prix du marché. Le Mali, avec ses énormes ressources en fer, donc pour la sidérurgie, va devoir construire des fonderies comme le fait la Guinée-Conakry, va devoir exploiter aussi son aluminium, va devoir exploiter son charbon, clean coal, va devoir exploiter son lithium, etc. Et le marché américain sera acheteur pour pouvoir produire les consumer devices. La Guinée-Conakry également va rentrer là-dedans, donc va travailler, par exemple, vous avez vu le projet Simandou, qui est prêt de démarrer, etc. etc. L'Angola n'est pas en reste, hein, la Tanzanie, etc. etc. Donc, ça va, la République centrafricaine, d'ailleurs, je rappelle, je ne veux pas trop aller dans les détails, que vous pouvez voir, il y a une main invisible que je ne vais pas donner l'identité, qui est derrière le fait que la Guinée équatoriale ait son port de Bata et peut désormais permettre de sortir les marchandises par le port de Bata en provenance de Centrafrique et du Tchad. Je rappelle que le Tchad est l'un des grands producteurs mondiaux de gomme arabique et que c'est avec la gomme arabique qu'on fabrique tous les sodas qui sont consommés aux États-Unis en Europe. Donc, il y aura un game changer aussi pour les pays africains. C'est pour ça que vous avez vu que les pays africains n'ont pas été lourdement taxés dans ce jeu-là. Et que je pense que si j'avais un conseil à donner aux dirigeants africains, c'est qu'il y a des choses que je ne veux pas dire ici là. C'est de se rapprocher de leurs enfants pour qu'on leur explique la nécessité pour eux de négocier des droits de douane, surtout les pays qui ont une forte diaspora là, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, etc. etc. De négocier pour avoir des droits de douane zéro et par exemple émettre des droits de douane par exemple de 10-12%, voire 15%. Mais sur certains produits. Hein, comme j'ai dit la dernière fois, si vous faites venir les vaches du Wisconsin qui produisent 100 litres de lait par jour et que vous produisez le lait chez nous là-bas à Bangan dans les collines, vous pouvez fabriquer le fromage, vous pouvez fabriquer la crème fraîche, vous pouvez fabriquer la crème glacée, vous pouvez fabriquer le beurre, ce qu'on appelle beurre de table au pays là, et vous pouvez fabriquer les yogourts, les yogourts avec nos fruits, les mangues, les corosols, les cassimangues, etc. etc., etc. Nous avons beaucoup de fruits tropicaux là-bas, nous pouvons en produire même d'autres comme les fraises, etc. Et donc développer une industrie qui soit une industrie qui crée des emplois, de très bons emplois et qui nous permettent d'être autonomes et surtout de nourrir avec les vitamines une population qui est jeune. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà à peu près mon analyse. Je suis persuadé que je n'ai pas tout dit ici parce que le sujet est vaste, le sujet est très vaste et l'actualité suit son cours. Je pense que nous allons observer tout ce qui va se passer durant la semaine et en fonction de ce qui va se passer durant la semaine, on fera encore un direct pour vous éclairer sur ce qui se passe. Mais comme je dis, les marchés sont à la baisse. Hein, ceux qui suivent nos programmes de formation, ne vendez pas vos actifs financiers, gardez-les parce que ça va remonter, ça ne peut pas rester là ou c'est là. Les banques centrales ont plusieurs outils pour pouvoir faire remonter et je pense qu'elles ne vont pas tarder à activer ces outils-là. Quand le président rentre à Washington, c'est parce que rapidement, il va réunir son cabinet en matière économique et il va accélérer et essayer de prendre des décisions parce que s'il ne prend pas les décisions, il perd les mi-termes et s'il perd les mi-termes, c'est fini pour lui. Il partira sans bilan. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions ou vous avez des opinions, exprimez-les dans le chat sans insulter, s'il vous plaît. Soyez polis, courtois, exprimez-vous. Respectez l'opinion des autres parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tous la même opinion. Les gens peuvent avoir des opinions différentes, voilà. Respectez les opinions de l'autre. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable journée. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner. Partagez la vidéo sur votre page, dans vos groupes. Et également, mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de monde. Abonnez-vous sur notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Car ici, là,
le meilleur, j'insiste encore, le meilleur reste à venir. Bye.